Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'épreuve de fin de deuxième secondaire dans le cadre du cours de mathématiques, à savoir le CE1D. Alors, pour s'entraîner tous ensemble, j'ai pris les questions du CE1D de 2019 et j'ai essayé de classifier les questions en différentes catégories afin de faire des vidéos spécifiques pour chacune d'entre elles. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec la première catégorie qui est relative aux questions qui concernent les nombres et les opérations sur ceux-ci. Ensuite, nous ferons une autre vidéo pour toutes les questions relatives à l'algèbre et les différents problèmes. Et enfin, une troisième vidéo relative aux questions de géométrie. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo s'adresse aux élèves de deuxième secondaire qui souhaitent s'entraîner afin de préparer cette épreuve du CE1D. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez pu trouver sur la chaîne diverses vidéos pour vous aider à lever certaines difficultés de votre cours de mathématiques. Et j'espère que cette vidéo le fera également. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Alors, pour commencer ce C1D, je vous informe qu'au début du livret, vous trouvez des consignes générales qui vous disent en gros que vous n'avez pas de calculatrice et que vous avez droit à votre matériel de géométrie, on va dire habituel, celui que vous utilisez en classe. Alors, commençons avec la première question du livret. Donc, on vous demande de compléter les suites de nombres. On vous donne 3 suites de nombres différentes. Dans cette question, vous devez comprendre par vous-même qu'on vous demande d'arriver à découvrir la logique de construction de cette suite de nombres et donc de la respecter pour compléter les pointillés. Alors, pour analyser cette logique de construction de suite de nombres, il y a plusieurs sortes d'observations que vous pouvez faire. Donc, on va se demander si pour passer d'un nombre à l'autre, on a ajouté ou soustrait quelque chose. Donc, on va regarder les écarts entre les nombres. Ces écarts pouvant se calculer soit entre des termes consécutifs, soit de 2 en 2. Alors, on peut se poser une question avec les opérations de multiplication et de division. Alors, si on observe la première suite, pour passer de moins 5 à 10, on doit ajouter 15. Et si on ajoute 15 à 10, on n'arrive pas à moins 20. Donc, apparemment, on n'est pas en train d'ajouter ou de soustraire tout le temps un même nombre. Alors, je vais regarder de 2 en 2. Si je passe de moins 5 à moins 20, d'accord, j'ai ajouté moins 15. Donc, j'ai retiré 15 si vous préférez. Ensuite, je refais la même chose ici. Ça ne fonctionne pas. Donc, si au lieu de additionner, soustraire, j'essaye de multiplier. Pour passer de moins 5 à 10, je fais fois moins 2. Ensuite, pour passer de 10 à moins 20, si je fais moins 2, ça fonctionne. Si je passe de moins 20 à 40 en faisant moins 2, ça fonctionne. Et 40 fois moins 2, ça fait bien moins 80. Je viens donc de découvrir la règle qui est en fait de multiplier à chaque fois par moins 2. Ce qui me permet de dire que le prochain sera 160. Pour la deuxième suite, si j'observe le premier terme et le deuxième terme, je constate que j'ai soustrait 20. Si je fais la même chose ici, ça fonctionne. Si je fais la même chose, j'obtiens moins 9. Si je soustrais 20 à moins 9, j'ai bien moins 29. Et si je soustrais 20, j'ai moins 49. J'ai donc trouvé la règle de construction de la suite et le terme qui me manque. Donc ici, je fais moins 20. Pour la dernière suite, j'observe que pour passer de 1 à 4, j'ai ajouté 3. Et pour passer de 4 à 10, je n'ai pas ajouté 3, mais j'ai ajouté 6. Pour passer de 10 à 19, j'ai ajouté 9. Qu'est-ce que je peux dire de 3, 6 et 9? Ce sont des multiples de 3. Autrement dit, le suivant, je devrais ajouter 12. 19 plus 12, ça fera 31. Et le suivant, je devrais ajouter 15, qui fait 46. Ça fonctionne. Donc ici, je fais plus 3. Voilà donc les 3 réponses demandées. 160, nous avons moins 9 et nous avons 31.
Passons à l'exercice numéro 2. On nous demande de décomposer le nombre 720 en facteurs premiers, donc en produit de facteurs premiers. Donc on suppose que vous comprenez que c'est un produit de facteurs premiers. Et on veut évidemment des puissances de ces facteurs premiers si nécessaire. Alors, je vais donc faire une petite décomposition. Je suppose que vous savez ce que c'est que des nombres premiers, à savoir que ce sont des nombres qui ont exactement 2 diviseurs. Par conséquent, je vais ici faire la décomposition de 720 en divisant successivement par mes nombres premiers en commençant par le plus petit. Donc je commence par 2. Je divise 720 en 2, ce qui me donne 360. Je sais encore diviser en 2, je continue, ça me donne 180. Je redivise en 2, ça me donne 90, que je sais encore diviser en 2, ça me donne 45. À ce stade, je ne sais plus diviser en 2, je passe au suivant. Je divise en 3. Je trouve 15. Je divise en 3 toujours, je trouve 5. Je ne sais plus diviser par 3, je passe au suivant. Je divise par 5, ça me donne 1. 720 se décompose en le produit de 2 exposant 4, puisque j'ai 4 facteurs 2, fois 3 au carré, puisque j'ai ici 2 facteurs 3, fois 5. Je n'ai qu'un seul facteur 5. Je pourrais écrire 5 exposant 1, mais c'est équivalent à 5, donc en général, on n'écrit pas l'exposant 1. Alors, nous allons passer à la question 3 et à la question 4. La question 3 est dans la continuité de la question relative à la décomposition. On nous demande d'aller un petit peu plus loin ici, à savoir de chercher ce qu'on appelle un PGCD et un PPCM. Alors, le PGCD, ce sont les initiales du plus grand commun diviseur entre 2 ou plusieurs nombres, et le PPCM, c'est le plus petit commun multiple entre 2 ou plusieurs nombres. Ici, on nous a donné à chaque fois 2 nombres. Pour arriver à les déterminer, il nous faut faire la décomposition de ces 2 nombres, mais comme on voulait juste savoir si vous êtes capable de trouver un PGCD et un PPCM, on vous a déjà fait la décomposition de ces 2 nombres en facteurs premiers. Une fois que vous savez ça, il suffit d'appliquer ce que vous connaissez sur le PGCD et le PPCM. On a un plus grand commun diviseur quand on prend tous les facteurs communs aux 2 nombres affectés du plus petit des exposants, puisque ça doit être commun. Par contre, on a le PPCM lorsqu'on prend tous les facteurs premiers présents affectés cette fois du plus grand exposant. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour le PGCD ? Eh bien, pour le PGCD, je vais prendre le facteur 2, il est commun avec l'exposant 3, qui est commun aux 2. Ensuite, je vais multiplier par 3, juste 3, d'accord, puisque ça doit être commun, donc c'est 3 exposant 1 qui est commun. Donc, ça va nous donner 8 fois 3, à savoir 24. Pour le suivant, prendre tout ce qui est présent, donc on a le 2 à l'exposant 3, on a le 3, on prend le plus grand exposant, c'est 3 au carré. On a le 7 et on a le 5 au carré. Donc ça va nous donner 8 fois 9 fois 7 fois 25. Nous n'avons pas de machine, donc nous le faisons mentalement. 8 fois 25, je vous rappelle, ça fait 200. Et 9 fois 7, ça fait 63. On a comme réponse donc 1600. Alors on va le lire ensemble. Donc on nous dit qu'à l'entraînement, on a 3 cyclistes qui font des tours d'un étang. Jean effectue son tour en 9 minutes, Eva en 10 minutes et Philippe en 15 minutes. Ils commencent leur entraînement ensemble au même endroit à 14h15. On se demande, donc la question est, l'heure à laquelle ils vont se retrouver à nouveau ensemble à leur point de départ. Voilà, alors visuellement, on peut représenter les minutes nécessaires pour chacun des cyclistes. Et donc, on voit que Jean, en fait, fait son tour en 9 minutes. Le tour suivant, il se passait 18 minutes. Le suivant, 27 minutes. Donc ici, on a une série de multiples de 9. Pour Eva, on a une série de multiples de 10. Et enfin, pour Philippe, on a une série de multiples de 15. Alors, il faut qu'ils soient tous les 3 ensemble, parce que sinon, on avait déjà ces deux-ci qui vont se recroiser. Eva aura fait 3 tours pendant que Philippe en fait 2. Mais ça ne convient pas puisqu'on n'a pas Jean à ce moment-là au même endroit. Donc nous cherchons en fait un multiple de ces 3 nombres et nous cherchons le plus petit de ces multiples. Donc nous cherchons le PPCM des nombres 9, 10 et 15. Nous devons donc les décomposer. 9, nous savons que c'est 3 au carré.
10 que c'est 2 fois 5, et 15 que c'est 3 fois 5. Par conséquent, pour chercher le PPCM, nous appliquons ce que nous avons fait ici. Nous allons prendre toutes les puissances présentes affectées du plus grand des exposants. Donc, je prends le 3 au carré, je prends le 2, je prends le 5. J'ai plus besoin de prendre le 5 puisque je l'ai déjà pris. Et je n'ai plus besoin de prendre le 3 puisqu'il est déjà dans le 3 au carré. Par conséquent, j'ai ici 9 fois 10, à savoir 90. Donc, au bout de 90 minutes, nous retrouverons les 3 cyclistes en même temps. Nous n'avons pas fini l'exercice puisque la question exacte, c'est l'heure à laquelle ils vont se retrouver. Donc 90 minutes, ça correspond à 1h30. Nous savons que le départ était à 14h15. Par conséquent, la première rencontre à 3 sera 1h30 plus tard, à savoir à 15h45. Voilà, alors la question 5 nous parle de la notation scientifique. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la notation scientifique, je vais faire un bref petit rappel ici, mais je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur le sujet, dont je mettrai ici la référence. Alors, la notation scientifique, c'est une façon d'écrire les nombres qui s'écrit sous la forme d'un produit. Et dans ce produit, j'ai un nombre que multiplie une puissance de 10. Ce nombre que j'utilise est toujours un nombre compris entre 1 et 10. Le 1, c'est possible avec l'égalité, le 10, non, parce que le 10 fera partie de la puissance. Alors, donc, par exemple, je vais mettre un exemple à côté. Exemple, si j'ai 532 à écrire en notation scientifique, je vais l'écrire sous la forme 5,32 fois 10 exposant 2. Ça nous permet de connaître l'ordre de grandeur du nombre. Et ça nous permet alors de faire des comparaisons entre les ordres de grandeur de nombres dans des situations de nombres extrêmement grands, comme par exemple les distances entre des corps célestes dans l'espace, ou par rapport à des éléments tout petits, comme dans les noyaux de cellules par exemple. Si je regarde le premier nombre qu'on m'a donné, on m'a donné 0,0075. Donc, moi, je vais aller écrire ça avec un nombre entre 1 et 10. Donc, je vais avoir ici 7,5. Parce que ça, c'est entre 1 et 10. 0,75 n'est pas entre 1 et 10. Donc, je dois vraiment aller jusque 7. D'accord? Donc, je prends ma virgule, je la déplace de 3 rangs vers la droite. Autrement dit, il me faut une réponse avec 7,5. Donc, ces 3-là conviennent. Mais quand je fais ça, j'agrandis le nombre. Mais quand je fais ça, j'ai pris un nombre trop grand. Donc, je ne peux pas encore en plus l'agrandir. Donc, celui-là, je ne peux pas le prendre. Celui-là, je ne peux pas le prendre parce que je n'ai pas le 7,5. Donc, là, ici, c'est possible. Donc, c'est soit celui-là, soit celui-là. Parce qu'effectivement, je dois réduire le 7,5. Et on a vu tout à l'heure qu'on avait bougé la virgule de 3 rangs. Donc, je vais prendre la solution ici avec 7,5 fois 10 exposant moins 3. Alors, pour le second nombre, j'ai ici 1 243 000. Je vais écrire 1,243, ça c'est sûr, pour avoir un nombre entre 1 et 10. D'accord, ceci. Donc 1,243, je l'ai dans 3 réponses, donc celle-là c'est déjà pas bon. Quand je fais 1,243, j'ai quelque chose de beaucoup plus petit que ce que j'avais. Donc je dois multiplier par une puissance de 10 qui n'a pas d'exposant négatif, donc ça j'enlève. Donc c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Or, quand j'ai mis une virgule ici, je n'en avais pas. Donc, c'est comme si j'avais virgule 0 là. D'accord? Donc, c'est comme si je la reculais à partir d'ici. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc, voilà, 10 exposant 6. Voilà, alors ceci termine les questions du premier livret, puisque cette épreuve est constituée de 2 livrets. Et donc, nous allons passer maintenant aux questions toujours de la partie 1 dans le second livret. Et donc, nous arrivons ici à la question 23, puis la question 25. Alors, dans la question 23, c'est de l'application théorique. Donc, vous devez connaître les concepts d'inverse et d'opposé, qui sont des concepts que l'on confond parfois. D'accord? Alors, l'inverse, c'est ce qui permet, quand on multiplie le nombre qu'on nous a donné par l'inverse qu'on cherche, de trouver 1. D'accord? Et donc, 1 sur A est l'inverse de A. Voilà, donc vous êtes censé connaître cette définition. Donc, ici, ça me permet de dire que mon inverse pour 4, c'est 1 quart. Et on peut le vérifier, 4 fois 1 quart, ça donne bien 1.
Alors ensuite, pour la définition suivante, l'opposé, j'ai pas de problème avec le 0, moins A est l'opposé de A. L'opposé permet, quand on l'additionne au nombre, de trouver 0. Donc ici, là, l'opposé de moins 3 demi, c'est 3 demi. Hein, moins 3 demi. Ici, on me demande de faire les opérations de calcul. Alors, on mélange plusieurs choses dans ce calcul. On mélange la gestion des fractions et la gestion des priorités dans les calculs. Donc, je vais rappeler les priorités dans les calculs que vous notez en général avec les initiales des opérations. Les parenthèses des exposants. Alors, ces deux-ci sont au même niveau, multiplication, division, et puis addition, soustraction. Donc, quand je regarde mon calcul, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Donc, je vais d'abord m'occuper des parenthèses. Ici, non. Donc, ce n'est pas ce que je ferai en premier. Donc là, je dois faire les parenthèses en premier et ça m'amène à des opérations sur des fractions. Alors, je vais faire ce qui est dans les parenthèses, mais pour y arriver, je vais réduire mon dénominateur. Donc, je vais écrire, et on nous demande de mettre toutes les étapes. Hein. Donc, je vais écrire ça en sixième. Le fois, j'ai tendance à écrire avec un point. Alors, donc en sixième, ici, je multiplie par 3. Donc, au-dessus, je multiplie par 3 aussi. Donc, fois 3, fois 3. Donc, ça va me donner 3 sixièmes. Tandis que l'autre, je fais fois 2, fois 2. Donc, ça va me donner 2 sixièmes. Donc, finalement, j'ai 3 sixièmes moins 2 sixièmes, ce qui me fait 1 sixième fois 3. Je peux simplifier. Hop, hop. Et donc, j'ai comme réponse 1 demi. Dans l'autre exercice, je n'ai pas de parenthèse. Donc, je passe à l'opération prioritaire suivante, les exposants. Je n'ai pas d'exposants. Je continue. J'ai une multiplication, enfin oui, les fractions sont des divisions, moi je ne sais pas diviser plus. Hein. Donc j'ai après une multiplication. Donc c'est ce que je vais faire en premier. D'accord? Donc dans l'exercice 1, les parenthèses étaient prioritaires. Ici, c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc je vais écrire 1 demi moins, et là 1 tiers fois 3, ben, je sais que ça fait 3 tiers, donc ça se simplifie, ça va faire 1 sur 1, 1 quoi. Donc j'ai 1 demi moins 1, je vais le mettre en demi pour pouvoir calculer, hein, d'accord, pour soustraire il faut que j'ai le même dénominateur, ça me donne comme réponse moins 1 demi. Alors, voici la question 28, qui, de prime abord, peut faire penser à une question de géométrie, mais en fait, non, c'est une question de fraction. Alors, donc nous allons représenter, en fait, sur la figure des fractions. Il y a plusieurs façons de faire, donc je vais d'abord faire une façon, puis je montrerai l'autre dessin possible, hein, comme ça rassurera les personnes qui préfèrent faire ce dessin-là. Alors allons-y, on me demande de dessiner, enfin de hachurer sur la figure le tiers du quart de ce rectangle. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Je dois faire le tiers de quelque chose. Ce quelque chose, c'est le quart du rectangle. Je ne le vois pas sur la figure, donc je vais d'abord construire le quart du rectangle. Alors une façon de faire, c'est de mesurer la longueur du rectangle et de diviser en 4. Donc visible à peu près 7,8. Et donc je vais diviser ça en 4. Si ça avait été 8, ça aurait été un peu plus facile. 8 donne 2. Si c'était 7,6, j'aurais 1,9. Donc 1,95 à mesurer à chaque fois. Donc j'ai fait mes quarts de rectangle. Et donc dans la même logique maintenant, je vais diviser un quart du rectangle, par exemple celui-ci, je vais le diviser en 3. Alors je peux le diviser en 3 dans le sens toujours de la longueur, ou alors je peux le diviser en 3 dans le sens de la largeur, hein, c'est possible aussi. Hein. Et j'aurais pu m'amuser à diviser, au lieu de diviser la longueur, j'aurais pu diviser la largeur qui fait 1,8 divisé en 4, et faire des très longs rectangles tout fins. Ça marchait aussi. Alors, donc je vais diviser en 3. Et donc là, j'ai 1,95 divisé en 3, c'est pas évident. Et là, par contre, je crois que j'ai 1,8. Oui. Là, j'ai 1,8, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai divisé en 3 ce rectangle. Je l'ai divisé selon ce côté-ci, mais j'aurais pu le diviser selon ce côté-là, hein, d'accord? Donc vous êtes libre à ce niveau-là. Et je prends un des tiers et je le hachure comme demandé. Hein. Voilà. Donc la fraction du rectangle qui n'est pas hachurée, ben, c'est le tout moins le tiers du quart. Donc j'ai le quart que j'ai divisé en 3, hein, d'accord?
Donc j'ai 1 moins le quart divisé en 3. Ce qui me donne finalement 1 moins 1 quart fois 1 tiers, hein, puisque diviser un nombre par quelque chose, c'est multiplier par l'inverse de ce quelque chose. Et donc ça me donne 1 moins 1 douzième. Je vais donc transformer le 1 en douzième. Ça m'en fait 12. Et donc finalement ça me fait 11 douzièmes. Alors, le tiers du quart de ce rectangle est aussi égal à la moitié de. Donc, on a vu que le tiers du quart du rectangle, c'est 1 douzième. Et donc, 1 douzième, qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de 1 sixième. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande dans l'exercice. Alors, je vous montre qu'on aurait pu aussi diviser ce rectangle, donc il mesure 7,8. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme autre subdivision? J'aurais simplement pu le diviser en 2. Donc, 7,8 divisé en 2, ça me fait 3,9 de chaque côté. Donc, dans cette disposition-ci, j'ai choisi de diviser en 2 la longueur et en 2 la largeur, ce qui me fait apparaître des subdivisions quart positionnées autrement que là. Et dans un des quarts, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de prendre le côté le plus long, qui fait 3,9, et de le diviser en 3 pour assurer la partie recherchée. Donc par exemple, ce petit morceau-ci correspond au tiers du quart. Alors, on arrive à la question 29 qui ressemble à un petit problème. Mais en fait, comme on ne fait appel à aucune inconnue pour résoudre l'exercice, mais uniquement à des fractions, je l'ai laissé dans la catégorie numéro 1 que nous sommes en train de faire pour le moment. Même chose pour la question 32. Donc, on nous positionne le contexte suivant. Donc, on a une famille qui va commander 2 pizzas qui ont la même taille, une margarita et une aux champignons. Donc, on va faire 2 petits ronds pour parler de ces pizza, d'accord? Et donc, on en a une qui est une margarita et une qui est aux champignons. Alors, on nous dit que le papa mange 2 tiers de la margarita et que la fille en mange 1 sixième, que la maman mange 1 demi de celle aux champignons et que le fils en mange 3 huitièmes. Donc, on a une maman, on va dire MA, on a un papa, on a une fille et on a un garçon. Donc, on a 4 personnes qui sont présentes. Le père mange 2 tiers. Donc, je reprends les informations de la margarita. La fille mange 1 sixième de la margarita. La maman mange 1 demi de celle aux champignons. Et le fils mange 3 huitièmes de celle aux champignons. Et donc, ensuite, il y a des restes de pizza. Ils les mettent au frigo. Et on se demande si, avec tout ce qui reste, on arrive à reconstituer plus qu'une demi-pizza ou pas. Alors, une règle très importante, c'est que dès qu'on a des fractions que l'on va devoir soit additionner, comparer, soustraire, etc., il faut absolument, on l'a mis dans la feuille précédente, il faut absolument réduire au même dénominateur. Donc on l'a mis pour l'addition-soustraction, mais même lorsqu'on compare, on va devoir réduire les choses au même dénominateur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va regarder chacune des fractions. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Je vais comparer ces deux-ci, hein, d'accord? Donc pour le père, je vais tout mettre en sixième. Donc ça c'est déjà fait. 4 sixièmes, puisque j'ai fait pour passer de 3 à 6 fois 2, donc je fais la même chose au-dessus. Alors, ici, j'ai des demi et des huitièmes, donc je vais tout mettre en huitièmes. Ici, je sais déjà que ça en fait 3. Et là, je fais x 4, donc ça fait 4 huitièmes. Donc là, je peux déjà comparer. Sur cette pizza-ci, je sais que 4 sixièmes et 1 sixième ont été mangés. Donc, il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste? Une pizza, au départ, c'est 6 sixièmes. Des 6 sixièmes, j'enlève 5 sixièmes. Il ne me reste qu'un sixième. Pour celle aux champignons, on l'a en fait découpée en 8. Et une pizza en huitième, ça en fait 8. Et on en a mangé 4 huitièmes et 3 huitièmes, 7 huitièmes. Donc il me reste 1 huitième. On les met ensemble. On va donc les comparer. On doit donc trouver un dénominateur commun. Ce sera donc 24. Donc ceci en 24e,
je fais x4, ça en fait 4. Ceci, en 24e, je fais x3, ça en fait 3. Donc je les mets ensemble, ça veut dire que je les additionne. Et donc je me retrouve avec 7 24e. Or, la moitié, c'est la moitié de 24 24e, c'est donc 12 24e. Est-ce que j'ai 12 24e? Non. Est-ce que j'ai plus? Non. J'ai moins que 12 24e. Question 32, on nous parle des visiteurs du blog d'Alice. On nous dit que 60% d'entre eux ont laissé un commentaire. Donc autrement dit, on a 100% de visiteurs. Je peux faire un cercle pour les représenter. Et puis j'ai sur ces visiteurs, ça c'est la moitié, donc j'ai un peu plus, puisque j'ai plus que 50%. Donc on va mettre ici 60% d'entre eux. Ceux-là ont laissé un commentaire. Cela implique, et il faut le comprendre soi-même, que ceux qui restent, c'est-à-dire 100% moins 60%, à savoir 40%, n'en ont pas laissé. Or, on nous dit qu'ils sont 36. C'est ce qui est mis ici. Par conséquent, on va pouvoir en déduire combien de personnes correspondent à 60% et combien de personnes correspondent à 100%. Donc, si 40% correspondent à 36 personnes, qu'est-ce que je peux dire de 10%? Je vais faire une règle de 3. Donc, je vais diviser ici en 4. Là aussi, je vais diviser en 4. Et donc, je vais me retrouver avec 9 personnes. Et puis après, je vais passer, on me demande juste 100%, donc je vais passer directement en faisant x10 à 100%. Donc ici, j'ai 90 personnes, puisque je fais x10. Voilà, nous avons terminé les questions de cette partie nombre et opérations. Continuez à bien vous entraîner ce week-end et bien sûr à étudier. Je sais qu'on n'aime pas trop ça en général, mais vous avez pu constater dans la vidéo que l'on trouve souvent les clés de raisonnement dans les concepts à maîtriser. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous pour être au courant des futures sorties de vidéos. Et on se retrouve d'ailleurs bientôt pour d'autres vidéos, aussi bien cet été que lors de la rentrée scolaire prochaine. Plein de pensées positives pour vous lundi.